j'aimerais vous parler de mes deux passions. Une première passion qui, en fait, commencé il y a 40 ans. Ça fait 40 ans que je travaille sur le cerveau. J'essaie de comprendre comment le cerveau marche. Spécifiquement, comment notre cerveau permet de reconnaître des objets et des sons très rapidement. Et en plus, comment peut-on fabriquer un système artificiel inspiré de comment marche le cerveau. Mais la deuxième passion, c'est plus récent, ça fait depuis 2010 que je m'intéresse beaucoup à l'économie et comment construire une société qui marche pour tous. Je vais essayer de vous convaincre que les deux choses sont en fait mélangées. Donc déjà, mes recherches sur la vision ultra rapide, voilà quelques illustrations. On peut reconnaître des centaines de milliers d'objets de façon totalement automatique comme ça. La question c'est comment ça marche. Eh bien, il y a à peu près 30 ans, je me suis rendu compte que les latences des neurones en haut du système visuel, à peu près 100 millisecondes, met des contraintes énormes sur le mode de traitement. Et en gros, il va falloir qu'une image flashée sur la rétine traverse ces différentes couches de traitement en une seule vague. Avec en plus, c'est les impulsions à chaque niveau qui sont utilisées pour coder les informations et plutôt l'ordre dans lequel ces impulsions, les spikes, qui est utilisé comme code. Et on a utilisé ces idées pour créer une société, SpikeNet Technology, qu'on a créée en 1999 avec mes deux étudiants. Alors, SpikeNet était pas mal, mais franchement, ce n'était pas le niveau du système visuel humain. Et je ne croyais pas que ça allait arriver. Mais en fait, des systèmes artificiels qui sont aussi bons que l'être humain, et ça existe déjà. En machine, il y a un défi qui s'appelle ImageNet, où on donne aux chercheurs 10 millions d'images appartenant à des milliers de catégories. Vous entraînez votre système et à la fin, on vous donne plein d'images nouvelles et il faut les identifier. Et à gauche ici, tous ces points en 2010, ça c'est la performance des systèmes de vision dites classiques de vision. Et puis, le monde a changé ici, en 2012, par Jeff Hinton et ses deux étudiants à Toronto qui ont développé un truc qui s'appelle Supervision, qui est en fait, c'est juste tout bêtement une série de couches de neurones, exactement comme j'avais dit il y a 30 ans. Donc, j'avais un peu raison, je dirais. Ce système, en fait, permet de reconnaître des millions d'images de façon remarquablement précise. Alors, Jeff Hinton et ses deux étudiants ont fondé une boîte, DNN Research, achetée l'année après par Google pour des centaines de millions de dollars. Et depuis, il n'y a que ce type de système. C'est que des systèmes dits deep learning. Ça a complètement transformé le monde. En 2012, un être humain pouvait faire encore mieux. Ça, c'est la performance d'un être humain, 94% correct. Mais vous voyez que dès 2015, on est dépassé. Les machines, sur des architectures très simples comme ça, dépassent notre capacité de reconnaître des objets. Alors, vu la simplicité de ce traitement, c'est vraiment juste une série de couches de neurones l'un après l'autre, les gens se sont mis à fabriquer des puces électroniques pour reproduire ça. Et puis, c'est ce qu'on voit maintenant. Par exemple, l'année dernière, une société qui s'appelle Movidius a mis sur le marché, ils ont été achetés par Intel, petite clé USB, ça coûte $79. Vous pouvez en brancher plusieurs sur un PC avec une puissance de calcul absolument faramineuse. C'est fait avec un ASIC, un petit circuit électronique. Et puis plus récemment, il y a le mois dernier, c'était Gear-Falcon Technology qui a fabriqué une autre puce qui se met également sur une clé USB où vous pouvez mettre plusieurs sur une carte. La puissance de calcul est faramineuse. C'est 5 millions de calculs par seconde. Ça consomme 0,6 watts, ça veut dire que ça peut tourner sur les piles. Et ça coûte, bon, on ne connaît pas le prix de Gear Falcon, mais c'est vraisemblablement $10 aussi. On pouvait dire que tous ces systèmes, en fait, ne sont pas vraiment intelligents, parce qu'en fait, ils doivent être entraînés à faire des tâches que les êtres humains savent faire déjà. Mais
dans mon labo, on est en train de développer ce que j'appellerais des systèmes vraiment véritable intelligence. Avec mes collaborateurs, on a trouvé un algorithme qui s'appelle JAST. JAST parce que c'est les 4 inventeurs, Jake, Amir, Simon et Tim. Et ce algorithme est capable de trouver des patterns qui se répètent dans les données, n'importe quelles données, sans supervision du tout. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un instructeur. Pas besoin donc de supervision. Et on a réussi à faire tourner ces algorithmes sur ce qu'on appelle un FPGA, c'est le petit circuit là, Field Programmable Gate Array, qui coûte à peu près $100. Et donc, ma petite société, vous vous souvenez, SparkNet Technology, a été achetée par une autre société californienne en 2016, BrainChip Incorporated, qui a obtenu la licence pour mettre ses idées dans des puces. Et l'idée actuellement, c'est dans l'année qui vient, de fabriquer une puce qui s'appelle Akida, avec des millions de neurones, des milliards de synapses dedans, et avec l'apprentissage sur la puce. Donc, ça, à mon avis, ça pouvait être très important. Alors, tous ces puces à $10 avec une puissance de calcul faramineux, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, à mon avis, il va avoir un impact sur l'emploi qui est considérable. Beaucoup de tâches actuellement faites par les êtres humains peuvent être remplacées pour un circuit qui coûte $10. Par exemple, des chauffeurs. On va avoir des voitures autonomes bientôt, surtout maintenant qu'on a des puces à $10. Mais plein de métiers actuels vont, à mon avis, ils ne vont pas disparaître, ça va être très difficile de maintenir des emplois. Mais ce n'est pas uniquement des tâches ouvrières. Il y a par exemple les tâches de spécialistes de médecine, de classification d'images, de radiogrammes, par exemple, ou mammogrammes pour dire cancer ou pas. C'est fait mieux par une machine que par les meilleurs spécialistes, parce qu'on peut regrouper l'expertise de plein de spécialistes dans un seul circuit. Donc, potentiellement, c'est catastrophique. On pouvait avoir 30% des boulots qui pouvaient disparaître à cause de ça. Et donc, potentiellement, c'est gravissime. Mais en fait, je pense qu'il y a une solution. La solution est un revenu de base inconditionnel pour tous. C'est une idée qui est très d'actualité en ce moment. En fait, pour la preuve, tapez revenu de base ou basic income dans TEDx et vous trouverez des dizaines de présentations depuis 2 ans. Tout le monde en parle. Ce que je voulais vous présenter ici, c'est qu'un des problèmes principaux, c'est que comment on la finance, comment on va trouver de l'argent pour le payer. Eh bien, c'est là où mon intérêt pour l'économie joue un rôle, parce que je vais vous proposer 3 méthodes différentes qui marchent, à mon avis, et qui peuvent être combinées. L'un, c'est un système de taxation négative. Deuxièmement, création monétaire par les banques centrales. Et troisièmement, une taxe globale sur les transactions financières. Donc déjà, revenu de base et taxation négative. L'idée, c'est que, bon, là, c'est la distribution des revenus en France, milliers d'euros par mois, par pourcentile. Vous voyez ici que à peu près 10% de la population en France n'a pas de revenus. Je parle des gens à l'âge de travailler. Et puis, le montant augmente. Et puis, bon, il y a à peu près 2% des gens qui gagnent plus de 10 000 € par mois. Je n'ai pas tracé la suite, parce qu'il y a des gens qui gagnent des millions par mois. Mais ce qui est vraiment important, revenu médian, ça veut dire qu'ici, à peu près la moitié de la population gagne au moins 1 700 €, mais l'autre moitié gagne moins de 1 700 € à peu près. Alors, taxation négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va instaurer un revenu de base à 600 € par exemple pour tout le monde. Et puis ensuite, on va payer 30% sur tout ce qu'on gagne, quelle que soit la source. Et ça donne cette courbe rouge qui a un point d'équilibre. Quand on gagne 2 000 €, on a 600 € de revenus de base, mais on paye 600 € en taxes, 30%, qui veut dire qu'en fait, on est neutre. Mais ça veut dire que 61% de la population, en fait, touche de l'argent du système de taxation. Le miracle, c'est qu'en fait, ce système, j'ai fait les calculs de telle sorte que c'est totalement autofinançant. Les 39 qui gagnent plus de 2 000 € par mois, en payant juste 30% de le surplus,
de 2 000 euros, finance entièrement le reste. Donc, c'est un système qui ne coûte rien. C'est un système purement redistributif. Bon, on ne va pas payer des infirmières et les enseignants avec ça, mais au moins, comme ça, tout le monde peut avoir quelque chose. En fait, l'idée d'un flat tax, c'est-à-dire une taxe à 30% fixe, ça a déjà été voté par nos députés au mois d'octobre dernier, mais uniquement pour les revenus qui viennent du capital, c'est-à-dire des loyers, des dividendes, des choses comme ça. Ça a déjà été voté. Donc, tout ce que je vous demande, c'est qu'on applique la même chose à toutes les sources de revenus, en particulier des salaires. Okay? Donc, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que, en fait, je vous ai donné l'exemple de ce qu'on obtient avec 30% de taxes. Ça donne 600 euros par mois. Vous voulez plus? Vous augmentez le taux de taxation. 40%, ça donnerait 800 euros par mois à tout le monde de base. 50%, c'est 1 000 euros par mois pour chacun. Et tout ça, c'est toujours autofinançant. C'est toujours les 39% avec les revenus les plus élevés qui payent pour le reste. Okay? Pas mal. Deuxième idée, revenus de base payés par la création de monnaie par les banques centrales. Là, j'ai pris des chiffres très officiels de la Banque centrale européenne. Ça, c'est depuis 3 ans, sous la présidence de Mario Draghi. Tous les mois, la Banque centrale a acheté entre 60 et 80 milliards d'actions, des choses comme ça, sur les marchés financiers. Ça fait un total de plus de 2200 milliards d'euros. C'est de l'argent qui a été créé de toutes pièces, qui a été utilisé pour renflouer les marchés financiers. Ça veut dire, c'est l'équivalent de 6 680 euros par personne dans la zone euro. Et on est nombreux, on est 330 millions. 200 euros par mois. Comment ça se fait qu'on a donné à Mario Draghi, l'ex-directeur européen de Goldman Sachs, le droit de financer, renflouer des marchés financiers? Pourquoi on n'a pas tout simplement donné cet argent aux citoyens? Dernière idée, c'est un impôt universel sur les transactions financières. Ça, c'est une idée, c'est mon dada depuis 2010. Je passe pas mal de temps chaque année à éplucher les chiffres un des rares sources utiles, c'est le Bank for International Settlements qui compile un énorme document de 500 pages dans lequel on a des chiffres sur les transactions dans 24 pays. Et là, je les ai regroupés pour les États-Unis, etc. Le total, c'est par an, et c'est stable depuis une bonne dizaine d'années, 11 millions de milliards de transactions de dollars par an. Et ce chiffre n'est même pas le vrai chiffre, parce que ça, c'est 24 pays. Il n'y a que 5 pays dans la zone euro, il y en a 19, y compris le Luxembourg, qui fait beaucoup de transactions aussi. Et il y a certains acteurs gigantesques qui ne sont pas dans le chiffre non plus. Options Clearing Corporation aux États-Unis, 4 milliards de transactions par an. Il est tout à fait possible que le vrai chiffre est peut-être le double. Alors, mon idée, et je l'ai fait un calcul l'année dernière, où j'ai dit, bon, supposons que vous voulez donner un revenu de base à chaque personne sur la planète, à 50% du salaire médian dans tous les pays du monde. En France, ce sera donc 850 euros, la moitié de la médian. En Afrique, ce sera une dizaine de dollars. Hein. Bien évidemment, les salaires sont différents là-dedans. Mais en faisant le total, j'obtiens le chiffre, certes impressionnant, de 10,6 milliers de milliards de dollars. Énorme. Mais rappelez-vous, c'est moins de 0,1% des transactions financières. On pouvait très bien dire, on va taxer toutes les transactions faites par tous les marchés, 0,1%, et tout le monde sur la planète aurait un revenu de base. Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, je résume les points clés. Je vous ai montré qu'on a déjà des puces à 10 $ équipées de deep learning qui sont déjà en train de remplacer beaucoup de boulot, à mon avis. Ça va devenir encore pire avec ce que je fais moi parce que les puces vont être encore plus intelligentes. Donc, la conséquence de tout ça, potentiellement, est catastrophique. Chômage massif. Les gens on a déjà voté Brexit et Trump. Ça va être pire quand il y a 30% de la population qui ne peut même pas payer les loyers, etc. Mais il y a une solution. Je suis persuadé
qu'un revenu de base règle tous les problèmes. Et je vous ai montré 3 façons pour le faire, qui peut être combiné. Il n'y a aucun problème, on peut le financer. Donc, je pense qu'en conclusion, il ne faut pas avoir peur de ces nouvelles technologies. En fait, c'est un grand plus. On va pouvoir passer sa vie à faire ce qu'on a envie de faire, plutôt que de gratter de l'argent en cherchant du boulot payé. Et donc, pour moi, le monde de nos enfants pouvait être bien mieux que celle qu'on vit aujourd'hui. Merci.